Bonjour à toutes et à tous. Ça échappera à personne. Il y a un tout petit événement qui va se passer à Paris en 2024, ça s'appelle les Jeux Olympiques et Paralympiques. Il y aura du rugby à 7. Voilà. Et nous à la Ligue, avec ce monsieur, la Marc-Henri Kugler et toute une équipe qui l'entoure, parce que c'est un homme d'équipe, il aime bien parler de toute son équipe, mais il va en parler. On a trouvé que le 7, c'était un enjeu absolument fondamental. Et pour la Ligue Île-de-France, donc moi je suis Florian Grill, je suis président de la Ligue Île-de-France de rugby. Pour la Ligue Île-de-France, on a décidé de faire, pour tous les cadets, les cadettes et les juniors, volontaires, 5 dates de rugby à 7 en début de saison et 4 dates de rugby à 7 en fin de saison. Ça fait 9 dates sur une saison, sachant qu'il y a 13 dates de rugby à 15. Donc c'est un nouvel équilibre, jamais fait dans aucune ligue. 9 dates de rugby à 7 proposées, il y a aussi du rugby à 10 par alternative, mais 9 dates de rugby à 7 proposées et 13 dates de rugby à 15. C'est un enjeu. Il y a quelques personnes qui ont porté longtemps le rugby à 7 et les sélections franciliennes. Je vois mon copain Michel Romo qui est là, qui savent à quel point c'est un enjeu absolument fondamental. La moyenne d'âge d'un spectateur top 14 Pro D2, c'est 55 ans. Vous avez été dans les travées, là, vous avez tourné. Vous avez vu le public qu'il y a aujourd'hui pour du rugby à 7. On a invité 1500 cadets, cadettes et juniors. Et on pense que de proposer comme ça un championnat avec la tournée d'automne, 5 dates, 13 dates de 15 et encore la tournée de printemps, 4 dates, c'est un truc qui est moderne, c'est un truc qui est régulier et c'est un truc qui va permettre de dynamiser des catégories, notamment cadets, cadettes et juniors qui sinon souffrent. Et c'est hyper important pour nous de proposer ça. Je pense que certains sont venus un petit peu en traînant des pieds. D'autres sont un peu venus en se disant on va récupérer 3 points dans le championnat. Et chaque fois que j'ai discuté avec des joueuses et des joueurs, ils m'ont dit en fait on s'est régalé. Même des piliers, même des secondes lignes. Ils se sont régalés. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Et si on a une seule mission dans le rugby, c'est que les enfants, les gamins, les grands, là c'est plus des enfants, c'est des adolescents, et même les adultes, s'amusent. Et le 7, on s'amuse. Et c'est pour ça qu'on a invité autant de monde aussi, pour que tout le monde voit le 7. Rapidement sur le 7, nous on veut, au-delà de la présentation que fera Marc-Henri, qu'il y ait un maximum d'éducateurs et d'entraîneurs qui se forment. On a un CQP à 7. Il y a Francis Jouberton, il y a Jérôme Lamanda qui sont là, avec toute l'équipe technique de Ligue. On a un CQP à 7, c'est important de se former sur le rugby à 7. On est devenu co-organisateur de 2 tournois, le tournoi 7 de cœur, que je recommande à tous, qui a une dimension caritative absolument fabuleuse, et où on peut faire du 5 aussi, et le JC Technique, qui est un topissime tournoi, où on est devenu co-organisateur aussi. Voilà. On essaye vraiment de développer la pratique du 7, et de développer cette culture du 7, parce qu'on serait vraiment des imbéciles, si, alors qu'il y a les JOP qui arrivent 2024, si on n'avait pas développé la culture du 7 dans nos clubs amateurs, et pas simplement dans les clubs professionnels. Voilà. Donc c'est ça, c'est la raison. On a voulu vous saluer, les clubs qui ont participé et les vainqueurs, avec une remise des coupes. Mais moi, je veux d'abord saluer ce monsieur, Marc-Henri Kugler, parce que c'est la cheville ouvrière de tout ça. Il a toute une équipe avec lui. Je vais lui passer le micro. Et je veux que vous l'applaudissiez très fort. Voilà. Petit bilan quand même de la tournée d'automne. Alors, comme l'a dit Florian, quand on a présenté la tournée d'automne au club au mois de début juillet, fin juin, début juillet, et encore en septembre, je peux vous dire que c'était pas facile. Il y a quand même la moitié des clubs qui nous regardaient d'un drôle d'œil en disant bah, on y va, mais c'est un peu contraint et forcé. On est entre 2 événements, les Jeux de Tokyo où on a ramené une médaille, et puis ben, dans 3 ans déjà, Paris 2024, et c'est chez nous, donc on se doit de se préparer à ces événements-là. Et puis ben, on est en synergie avec des événements comme Super Sevens qui a lieu aujourd'hui. Et qui est amené certainement à grandir. Donc au milieu de tout ça, bah, nos jeunes, quelle culture il leur reste du 7, c'est ça qui nous inquiète, et qui nous préoccupe, qui nous occupe, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils puissent pratiquer, découvrir ça, et que ce soit pas une pratique qui est pour le moment réservée à des initiés et essentiellement des adultes. Il fallait innover, il fallait diversifier. Tu as parlé du public, la moyenne d'âge des publics qui regardent les matchs de rugby, et on a vu qu'ici c'est un peu plus jeune, donc on s'est orienté, on s'est tourné vers les jeunes. Et cette année, c'est une année particulière. On est en année post-Covid. Donc, c'était donner le temps en début de saison au club de se compter, puisque vous savez que c'était compliqué de
refaire venir les clubs après 2 ans d'absence Covid, et donc savoir s'ils allaient pouvoir jouer à 15, et pour jouer à 15, vous savez, il faut être 25 ou 30. Donc déjà, dès qu'on est 7, on peut jouer, si on est 10, on peut jouer, et à 15, ça va être plus compliqué. Donc déjà, donner le temps à chacun de se compter, permettre aux joueurs de se réathlétiser, et là, parce que vous imaginez que ces jeunes qui ont 17, 18 ans, qui depuis 2 ans n'ont pas fait de sport, il y a un petit peu de boulot pour retrouver la forme. Et sur le rugby à 7, eh bien, l'avantage, c'est qu'on propose une pratique qui permet de se réathlétiser, mais qui est moindre sur le plan des collisions, des confrontations et notamment des percussions face-face. Donc le 7, c'était maintenant ou jamais. C'est-à-dire que si on forçait pas un peu la main à tout le monde cette année, ça allait être compliqué de le mettre en place. Donc voilà, c'est un choix, c'est une politique volontariste de la Ligue sur ce début de saison. Très précisément, le calendrier, c'est quoi? C'était une tournée avec 5 dates qui se sont enchaînées du 25 septembre au 24 octobre. Les 5 week-ends ont été consacrés à ça, avec la dernière journée comme une finale. Ensuite, on va enchaîner de novembre à avril 13 dates, enfin enchaîner pas tout à fait, il y a quelques dates de repli, mais c'est assez condensé. Et puis en fin de saison, on a à nouveau 4 dates disponibles pour remettre du 7. Donc on a vraiment une saison en 3 parties, et on va profiter pour placer le 7 plutôt sur les jours favorables du point de vue de la météo, du climat. Alors, pour attirer un petit peu le monde, on a mis une belle carotte, c'est-à-dire que il y avait 5 dates possibles, les clubs pouvaient participer à une date, à 2, 3 ou 5. À partir de 3 dates, mais ils prenaient 3 points de bonus, enfin une date et un point de bonus, 2 dates, 2 points, 3 dates, 3 points, maximum 3 points qui se cumulent avec les points du championnat, donc pour inciter les clubs à venir. D'ailleurs, on a eu pas mal de clubs qui sont venus a priori dans un premier temps pour prendre les points de bonus, et on a su clairement ce choix pour effectivement avoir du monde. Il y avait quand même une offre de pratique qui était intéressante pour les clubs, c'est-à-dire qu'on pouvait jouer à 7 pendant cette période-là, mais on pouvait aussi, on a proposé un challenge à 10, et rien n'empêchait les clubs de faire des matchs amicaux à 15. Donc il y avait vraiment une offre de forme de pratique large pour les entraîneurs. Bilan comptable de cette tournée. Alors pour les cadets, sur 5 dates, en moyenne, 11 joueurs sur les feuilles de match. C'est pour vous donner une petite idée quand même de ce chiffre. Et donc, il y avait possibilité d'en mettre jusqu'à 15, mais les possibilités n'ont pas été remplies. Ça veut quand même bien dire que quelque part, tout le monde n'était pas encore prêt. 12 clubs ont reçu organiser des plateaux, et c'est pas une moindre chose, parce que c'est assez lourd l'organisation, c'est plus un match sec. 40 clubs, seuls ou en regroupement, ont participé à la tournée. 138 équipes ont été engagées sur l'ensemble des plateaux, et 165 matchs ont été joués, et près de 1500 gamins sur les 5 dates ont pu matcher sur ces 5 dates-là. On a à peu près les mêmes chiffres sur les juniors, légèrement moindres, par contre un peu plus de joueurs, 12 joueurs par équipe, 13 clubs qui ont organisé des plateaux, 36 clubs qui ont participé à la tournée, 122 équipes, 148 matchs, 1362 joueurs, donc on est à près de 3000 joueurs sur l'ensemble. Donc justement, au total des 5 journées, si on fait un petit bilan comptable, ça veut dire qu'il y a quand même 75 clubs qui se sont investis sur le 7, sur cette tournée d'automne. 315 matchs, c'est pas rien, 315 matchs, qui ont eu lieu à 7, et 3000 joueurs qui sont passés sur les 5 journées, sur l'ensemble des feuilles de match. Voilà. Et sur ces 3000 joueurs, eh bien, on a eu un petit peu tous les profils, parce que, bien sûr, on peut penser que le 7, c'est une activité avec des joueurs très profilés, mais on a vu de tous les formats, et ça s'est très bien passé pour tout le monde, je crois, avec bonheur. Tu auras même une anecdote à raconter, je pense, Florian, là-dessus. 50 équipes ont récupéré les 3 points de bonus pour leur championnat, et 6 équipes ont fait absolument toutes les dates. Alors, petit bilan sur les féminines, parce qu'il y avait la même chose sur les moins de 18 et sur les féminines plus de 18. Alors là, le résultat est un peu moins probant. Il y a des questions à se poser sur la pratique féminine, très nettement, et elle a souffert de cet arrêt Covid. En moins de 18, il n'y a que 5 équipes qui ont participé à l'ensemble de la tournée.
il n'y a que 3 tournois qui ont eu lieu sur les 5 programmés. En plus de 18, eh bien, il y a eu un peu plus d'équipes, 9 équipes, il n'y a eu que 3 tournois programmés, mais ils ont tous eu lieu. Le point... alors, pourquoi? Je n'ai pas d'explication, mais manifestement, j'aurais tendance à dire que le sport féminin n'est pas encore ancré dans la culture, peut-être, des familles, de la société, au point qu'ils reviennent automatiquement, même après 2 ans d'arrêt. C'est manifestement le train est plus compliqué à redémarrer. Il y a quand même un point de satisfaction, c'est que le X-Rugby qui était proposé aux féminines, c'est une forme de rugby qui se joue en demi-terrain, à 7 contre 7, et c'est X comme expérimental rugby. Et là, par contre, ça a fait l'unanimité chez les pratiquants, plutôt que de se retrouver à 7 sur un grand terrain comme ça, quand on est plutôt sur des formules de développement comme les féminines moins de 18, ou même les jeunes équipes seniors, eh bien, c'est une pratique qui a donné satisfaction, qui est adaptée. Le 10, on a proposé aussi du 10. 38 clubs ont participé, 60 matchs ont été joués, il y en a eu quand même moins que sur le 7. 16 à 17 joueurs par feuille de match, qui pouvaient en contenir 20. 5 équipes ont participé aux 5 journées. Et puis quelques autres statistiques, mais je ne veux pas m'attarder là-dessus, sur les cartons. Vous voyez, sur le rugby à 7, sur l'ensemble des journées, il y a eu 4 cartons, 1 sur le rugby à 10, carton bleu, hein, pardon, excusez-moi. La carton bleu, CB c'est carton bleu. Et carton rouge, 9 cartons rouges sur l'ensemble des journées, c'est-à-dire 1 carton tous les 490 minutes de jeu. Voilà, sur le 10, 1 carton tous les 400 minutes de jeu. Les blessés, c'est pareil, on est sur finalement des taux de blessés. Alors, ces statistiques, elles peuvent vous paraître, on se demande pourquoi elles arrivent là, mais en fait, la fédération nous a demandé de les... on était un petit peu champ d'expérimentation, d'avoir des statistiques précises, notamment sur les blessés. Donc, sur le 7, il y a un blessé déclaré toutes les 84 minutes de jeu, et sur le 10, toutes les 54 minutes de jeu. Bon, c'est pas comparatif avec du 15, parce que, hélas, on n'a pas fait la même chose en post-Covid sur du 15, ou alors il faudrait comparer avec les ligues qui ont commencé un championnat à 15 au mois de septembre-octobre. Bilan des bilans, et là plus sur le discours, les creux et les bosses. Alors il y a quand même sérieusement des obstacles, hein. Faut pas croire que ça a été facile. D'ailleurs, beaucoup ont bien vécu les difficultés qu'il y avait. Ouais, on a eu un week-end catastrophique sur le plan de la météo, et c'est vrai que le mauvais temps facilite pas la pratique du 7, mais en plus sur une des compétitions, on n'avait pas d'arbitre ce jour-là, donc ça a été très très compliqué. Bref. Les forfaits annoncés de dernière minute, parce qu'évidemment, on pense qu'on va pouvoir tenir, puis finalement, passe sanitaire, indisponibilité, il y a des équipes qui ont été forfaits le vendredi pour le tournoi du samedi. Et quand c'est un tournoi et qu'on doit jouer que 3 matchs et que du coup on n'en joue que 2, qu'entre les deux on attend presque 3 heures, c'est pas facile pour tout le monde. Le temps de latence entre les matchs, parlons-en. La réglementation nationale nous dit qu'il faut 1h20 entre 2 matchs de rugby à 7 pour avoir le temps de récupérer. On a obtenu de la fédération, d'ailleurs on peut les saluer parce qu'ils nous ont donné une réponse en 8 jours, une autorisation d'expérimentation d'1 heure entre 2 matchs. C'était imposé par la fédération. Ça a été quand même très dur quelquefois à faire passer sur le terrain, auprès des coachs et auprès des équipes. On pourrait en rediscuter, mais ça va pas être le lieu principalement aujourd'hui. Et puis les règles aussi qui ont été difficiles à expliquer, parce que sur le 7, on est sur la catégorie E qui autorise le plaquage jusqu'aux aisselles, alors que les mêmes entraîneurs vont devoir, avec les mêmes joueurs, à partir de maintenant, jouer avec la catégorie C, qui est le plaquage à la ceinture. Donc pour eux, c'était très très difficile, et ils voulaient absolument jouer chaque week-end avec les règles de la catégorie C. La DTN ne l'a pas autorisé, à la fois pour des raisons qui se justifient sur le plan de la sécurité, en disant qu'à 7, le plaquage, il est en poursuite ou il est latéral, donc c'est pas un plaquage frontal, donc il expose pas les joueurs de la même façon. Et là, deuxièmement, pour des raisons technico-tactiques, c'est-à-dire que si on peut pas prendre les bras à 7, eh bien à chaque fois le joueur il peut aller à dame dès qu'il a fait une passe dans la défense. Et puis après, nous assumons quand même avec satisfaction pleinement le fait d'avoir eu cette ambition un peu folle d'enchaîner 5 dates avec une préparation de semaine en semaine. Ça n'a pas été vraiment facile du tout. On en reparlera un petit peu tout à l'heure.
Alors ça n'a pas été facile pour nous, ça n'a pas été facile pour les clubs qui étaient prévenus quelquefois que le mercredi de là où ils jouaient et le jeudi contre qui ils jouaient. Bon, mais quand même c'était du grand bonheur de voir les gamins gambader et revenir au bout de 2 ans sur le pré et courir comme des fous. Il y a quand même 75 clubs qui ont accepté cette aventure un peu dingue. Et finalement, sur les dernières dates, on a beaucoup échangé et je crois qu'il y a des tas de raisons de satisfaction. Hein, il y a beaucoup de choses. Il y a un témoignage classique. Il y a des clubs qui sont venus faire les 3 premières dates pour récupérer les 3 points de bonus, clairement, qui nous l'ont dit. Et la 4e date, ils s'étaient dit on reste chez nous. Et les gamins ont dit aux entraîneurs non mais tu rigoles, il reste 2 dates à faire, on y retourne là. Hein. C'était trop bien. Donc on a eu plusieurs équipes qui nous ont rapporté ça. Sans parler des entraîneurs qui ont réussi à instaurer un entraînement dans la semaine spécifique 7 et qui du coup maintenant quand ils jouent à 15 nous disent bah tiens nos ailiers touchent la balle alors qu'ils la touchaient pas avant. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Voilà, je vous mets 2-3 témoignages de collègues qui ont fait plaisir, c'était très plaisant de les entendre. Et puis, ben, mine de rien, 315 matchs qui ont été organisés par 25 clubs qui ont organisé des plateaux. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est pas moindre, parce qu'organiser un plateau avec 16 équipes, comme on l'a fait sur les finales à Bretigny, c'est pas rien et c'est pas dans la culture des clubs. Quelques enseignements. Donc, encore une fois, 315 matchs. Nous qui voulions développer une culture à 7, je pense que là, c'était le minimum et on s'en est donné les moyens et le nombre. Et puis surtout une culture des tournois, parce que c'est des protocoles autour du tournoi. S'échauffer dans les embus, venir 2 minutes avant, se préparer, s'arrêter, se rééchauffer, etc. Et c'est des protocoles et des formats de compétition qui sont complètement nouveaux et qui avaient besoin d'être découverts, d'être vécus pour pouvoir ensuite les développer. D'ailleurs, sur les derniers tournois, on s'est aperçu ça roulait beaucoup plus facilement parce qu'ils avaient intégré effectivement ces formats-là. Et puis finalement, ils ont découvert qu'à travers ces tournois, ben, il y a beaucoup d'échanges entre les clubs et puis il y a un côté, il y a une dimension festive qui existe de manière un peu différente que la 3e mi-temps classique d'un match entre 2 équipes. Et puis cerise sur le gâteau, pour les moins de 19, pour les groupes moins de 19, on avait décidé de proposer à la meilleure équipe de partir au Hinton. Alors, ça n'a pas été possible parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment de joueurs disponibles. Mais par contre, on a rassemblé les meilleurs de la Cup et en 3 jours, mais vraiment pas plus, on a organisé un déplacement au Hinton, finalement avec 2 victoires, 2 défaites. Alors le Hinton, pour celles qui ne le sauraient pas, c'est certainement le plus grand tournoi national de Seven au niveau amateur et qui a une très très belle notoriété auprès des experts. Et ça a été un super souvenir pour les gamins, d'autant plus qu'ils ont eu la chance de croiser la route de l'équipe de France. Et ça avait grand plaisir que vous les voyez en photo et avec les joueurs de l'équipe de France. Alors voilà toute cette sélection qui était là. Il y avait, je crois, 5 clubs représentés. Donc 5 clubs qui étaient sur les phases finales de la catégorie moins de 19. Et puis avec un encadrement qui s'est monté de dernière minute. Donc avec un grand merci à Sabine, chef de la délégation, Jonathan, Mathieu, et les entraîneurs, Edine et Antoine, qui vraiment en 2-2 ont relevé le défi. Même passé au moment palmarès, parce que je vois qu'il y a pas mal de jeunes qui sont là, donc ils sont venus pour ça. D'abord, 2 titres de champion sur les garçons. Le club de Marcoussis qui a fait absolument toutes les dates en moins de 16 et moins de 19 hein, est titré sur la catégorie moins de 16. 39 équipes dans la compétition, bravo. On va les rappeler, on les appelle après, au moment de leur défi. Et puis en moins de 19, eh bien, c'est le club de Suresnes qui a fourni d'ailleurs une majorité des joueurs qui sont partis sur le Hilton. Pareil, 35 clubs. Alors, le classement, on va récompenser sur le classement, on va récompenser le vainqueur de la plate. Alors en rugby à 7, il faut savoir que sur les phases finales, il y a les meilleurs qui disputent, les 8 meilleures équipes qui disputent la Cup, et puis les autres équipes qui disputent la plate. Mais la plate est aussi récompensée, traditionnellement sur les tournois. Donc là, effectivement, le vainqueur de la plate, qu'on va demander, enfin les représentants
de l'équipe de Viry Atismons de s'avancer, de venir ici, vont être récompensés s'ils sont là. Oui, oui, oui. Et puis sur la Cup, alors on a Parisi, mais je crois que Parisi ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et puis on a le vainqueur, on a Marcoussis. On a parlé de Monsieur Michel Hugo, voilà. Ah ouais. D'accord. Eh ben viens. Alors, on a le président de Conflans qui est en entente avec Parisi, qui va pouvoir prendre la place. Voilà. Viens pour la photo. Venez au centre, là. Restez là pour la photo, Michel. Restez là devant. Les petits devant. Les petits devant. Président du département, là. Bernard et Gilbert venez ici pour remettre les 19 vainqueurs de la tête. Ils sont là ou pas? Ils devaient être là, ils avaient été annoncés. En finaliste, le Pays de Meaux, j'ai vu qu'ils étaient là. Pays de Meaux. Voilà. Et vainqueur dans un très bon match face au Pays de Meaux, Suresnes. Voilà. Jean-Luc. Non. Mettez-vous par là-bas. Merci. Vous avez aussi les présidents de comités départementaux, Christian Moreno, Jean-Luc Lussac pour le 93, José Machado pour le 75, Gilbert Desrusses pour le 95 et Bernard Favarel pour le 94. Alors, c'est important parce qu'on a en tête qu'il y a des sélections à 7 dans les départements en lien avec les assos. Alors, chez les féminines, sur les moins de 18, eh bien, troisième rassemblement Chili Massif. Philippe Martinez va venir parce que ce monsieur, il fait partie d'un groupe qui s'appelle les désignateurs arbitres. Et il n'y aurait pas de rugby à 7 sans les arbitres. Les statistiques d'arbitres manquaient. Je précise qu'il est bénévole de la Ligue Île-de-France et que c'est un des boulots les plus énormes qui soit. Ensuite, restez là pour la photo. Un club que tu connais bien, rassemblement Orsay, Marcoussis, Gilles, Palaiseau, Dourdan, Nocet, Chaumont. Mettez-vous là devant le... Et puis le vainqueur en moins de 18, Montigny, Versailles, Rambouillet, Plaisir. Ils sont où? C'est en haut? Non, ils sont pas là. Féminine, plus de 18, sur du X rugby. Alors, les trois lauréats, enfin troisième rugby, Aulnay, mais qui n'est pas là, qui a prévenu qu'il n'était pas là, et au poids aussi, n'était pas là, mais le Racing 92, avec deux équipes, était bien présent, donc c'est pareil, on va inviter le Racing. Le Racing d'abord qui est ici. Le Racing, alors on va appeler Olivier Diringer. Olivier Diringer, viens par ici. C'est mon signe qui m'a donné là. Parce que Olivier, il fait partie et représente. Est-ce que Mathieu est là aussi? Oui. Mathieu, c'est Mathieu est là. Le premier, le vainqueur. Mais ils sont pas là. Je dis un mot sur l'équipe, sur ta team. Reste là. Ça, c'est les deux qui ont conspiré pendant 5 semaines à passer des coups de fil de tous les côtés. 36 mois aussi, s'il te plaît. Je veux pas. Il est discret. Non. Mathieu Lesbax, vous allez mieux le connaître, il y avait CR7, maintenant il y a ML7. Non, mais c'est pour lui après. Urpois, elles sont où les filles d'Urpois? Alors tout en discrétion, bravo. Voilà, Cadette. Là. Allez, Non mais voilà, vous êtes trois à avoir fait un boulot pas possible parce que vous avez réussi à caler des arbitres du mercredi soir pour le week-end. Olivier Narberu il n'est pas là, Sabine vient de m'envoyer un petit mot, elle n'est pas là, qui a fait des photos. Alors vous voyez, il y a toute une équipe. Ils ont accompagné tous les tournois pour travailler sur le plan pédagogique et aider un peu toutes les équipes à intégrer cette culture du Seven. Donc ils ont fait un travail remarquable, ça se voit pas là, mais je peux vous dire que sans eux, ça n'aurait pas tourné. Donc un grand bravo. Avec une mention spéciale pour Nathalie, Olivier et Mathieu, on voudrait vous présenter qu'est-ce que c'est que l'IDF Open Tour de printemps, qu'est-ce que c'est et quels sont les enjeux.
Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a 3-4 dates. Il y en a un petit peu moins. S'il vous plaît. Par contre, elles ont une finalité. Il y a 2 finalités. L'une, les championnats de France de clubs qui ont lieu à Montauban pour les garçons, moins de 16 et moins de 19. Et un tournoi national, le JC Technique, comme le Hinton, qui a lieu en Ile-de-France. Et on verra à quelles conditions et quelles équipes on peut éventuellement emmener sur le JC Technique. Maintenant, on se pose des questions. C'est quels clubs vont participer? Là, sur la tournée d'automne, eh bien, les clubs étaient intéressés parce qu'il y avait les points de bonus. Maintenant, il n'y aura pas les points de bonus, donc on va voir ce qui reste véritablement de cette culture à 7. Hein. Et puis, quels jeunes? C'est-à-dire que si les clubs n'y vont pas, les jeunes qui veulent aller faire du 7, quelles possibilités ils ont? Et là, le rôle des CD et l'apport des experts, on va voir ce qui sont les experts tout à l'heure, va être fondamental. Alors, le rôle des CD, fin octobre, s'est tenu à Marcoussis un séminaire avec les représentants des CD. Hein, il y avait combien? 50, 60 personnes. Hein, voilà. Et on a effectivement travaillé sur la place des CD dans le développement du rugby par rapport à la Ligue, par rapport au club. Et notamment, il y a une action qui a été plébiscitée. C'est l'action numéro 2. Remettre en place les filières d'accession vers le haut niveau et développer le rugby à 7. Et dans le cadre de cette action, on a convenu qu'il était nécessaire de créer un réseau avec des élus et des référents techniques au niveau de la Ligue, au niveau de chaque département, au niveau de chaque bassin. Qu'il fallait travailler sur le développement avec la mise en place de camps d'entraînement qu'on appelle des Spot 7 et créer des formats de compétition à l'échelle du département, voire du bassin, et puis ensuite à l'échelle de la Ligue, voire plus. Et surtout, aussi, non pas surtout, hein, et en plus, s'intéresser à la performance, c'est à créer des sélections avec les meilleurs de manière à générer on va appeler ça avec moi, la performance et de l'appétence pour le maillot. Voilà. Alors, pour tout ça, comme on l'avait évoqué il y a 2 ans, nous avons les ressources techniques qui sont les représentants des clubs A7, dites associations A7, hein, qu'on a invités aujourd'hui. Donc ça serait bien qu'ils viennent. Ça serait bien qu'on les voit ici. Viens en premier, j'ai Fred, enfin pas en premier, je te vois de là, j'ai Fred des Chaps, il y a, redis-moi ton nom, hein, Yanis pour les Océanes, je dis pas de bêtises, c'est ça. On a aussi Alexandre, il est là. Non, j'ai pu voir, il y avait qui? Hein, c'est toi qui reprends les 70s. Il y a d'autres assos qui sont là. Il y avait, alors c'est les 7 salopards. Et puis, il devait y avoir aussi, Marcio Tavares, il est là, non? Pour les Paris All-Star du 77. Il devait y avoir aussi Nicolas Pouplot pour les 7F. Mais il a dû se perdre dans les tribunes. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Il y en a d'autres? Si, il y a Steve des Scavengers qui est par là. Je l'ai aperçu. Il est reparti. Ok. Bien. Alors, ça, c'est les compétences. Et c'est un haut niveau de compétences et d'expérience sur le rugby à 7, qui ont beaucoup travaillé sur la performance, avec des tournois nationaux et internationaux, et ils se proposent de travailler maintenant aussi sur le développement. Donc, les conditions, elles restent à construire. Et on va mettre avec eux en partenaire les départements. Donc, je vais inviter les présidents des départements à venir les rejoindre. Voilà. L'idée, c'est de vous marier, hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, on va organiser un petit speed dating, là où ils vont se croiser. Vous avez 1 minute pour vous présenter. Non, je plaisante, mais l'idée, c'est un petit peu ça. Alors, proposition de calendrier. D'aujourd'hui jusqu'au mois de décembre, prise de contact, constitution de groupe de pilotage d'un réseau A7, et de voir comment on peut marier ses compétences et ses compétences de terrain, on va dire, et puis ses compétences plus gestionnaires, plus administratives. Janvier-février, on réfléchit aux mises en œuvre idéales, tant pour le développement que pour les sélections et la performance. Mars-avril, lancement des Spot 7, hein, et puis juin, les compétitions. Alors, on a quelques idées, on va pas les exposer aujourd'hui, on les partagera, vous en avez aussi, on les croisera, et l'idée, c'est de travailler encore plus pour que
demain, ce ne soit pas réservé à une élite, le Seven, à une élite professionnelle ou à une élite amateur. Vous représentez l'élite amateur, mais qui est tout un tas de gamins qui ont découvert ça cet automne, qui ont kiffé, comme on dit dans leur langage, et qui ont juste envie maintenant de faire de la compétition là-dessus. Et certains sont venus nous voir en disant, mais il n'y a pas un championnat à 7 qui existe? Ah si, finalement, c'est ce que vous venez de faire. Mais qu'il y ait quelque chose qui soit un peu institutionnel à l'avenir pour ces catégories-là. Et on ne va pas oublier les demoiselles. Hein, je suis bien content qu'il y en ait une qui représente les experts, parce qu'il y a des experts, parce que vous avez vu que pour le moment, sur le 7, c'est un petit peu le point faible, le développement du Seven. C'est assez informel aujourd'hui la rencontre, hein, mais l'idée c'est quand même d'échanger. J'ai les coordonnées, on a tous les coordonnées, et à la fois des spécialistes, et à la fois des départements, et puis on travaillera, et c'est Mathieu qui va être vraiment à la ligue, en charge de piloter tout ce dossier-là. Donc c'est lui qui va prendre son téléphone, qui va vous mettre en relation. L'équipe technique de Ligue qui sont présents, Francis Jouberton qui est notre DTL et Jérôme Lamonda, vous veniez qu'on vous voit, et quelques CTC qui sont là, qu'on vous voit aussi. Voilà, il y a un CQP, je le redis pour les éducateurs, entraîneurs qui veulent apprendre le 7 plus spécifiquement. Et donc adressez-vous à notre équipe technique de Ligue si vous voulez développer la culture du 7, développer l'expertise du 7. Parce que pour faire du 7, il faut qu'il y ait des joueurs, mais il faut aussi qu'il y ait des entraîneurs. Et comme Jean-Jacques Sartou est présent, je veux saluer la présence de Jean-Jacques parce que voilà, il forme énormément de Stapsiens et de Stapsiennes. Et lui aussi tient sur le développement du rugby en Ile-de-France, donc on est content qu'il soit là. Merci à Marc-Henri Kugler. Merci à tous les participants. Profitez du tournoi.